quel est le rôle tout simplement? Peut-être que la gouvernance qui vient, qui s'impose, pense qu'il faut nécessairement changer les donnes. Au parfois on se dit que les impérialistes ou bien les acteurs du marché ont plus profité réellement de tous les aspects du marché pendant que, ou bien même, ils ont opprimé les États africains. Ils ont même, ils ont mis un système qui n'a pas permis aux États africains d'amorcer leur développement, surtout sur le plan industriel, quand nous tous, nous savons aujourd'hui que nous ne pourrons pas parler de croissance s'il n'y a pas l'industrialisation. Effectivement, ce constat devient alarmant, que la plupart des pays africains ne sont pas industrialisés, ce qui fait que nous restons tributaires toujours du marché et nous sommes obligés d'être toujours au niveau de la classe inférieure des consommateurs adurcis, quand l'Occident, l'Asie, les États-Unis, les pays émergents, eux, ils avaient la possibilité de pouvoir fabriquer un niveau d'industrialisation poussé et que le pays africain n'arrive pas à s'en sortir. Et ce qui aussi va créer réellement ces grands mouvements de gilogénisation sur le continent africain, c'est du fait que les Africains se sont rendus compte que la matière première, la plupart des matières premières, sont sur leur continent, mais bradées à l'Occident, et qu'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à avoir des rétentions tertiaires nécessaires pour pouvoir faire cette transformation sur le terrain. Parce qu'il faut reconnaître que l'industrialisation, qui reste toujours le moteur de croissance pour la plupart des pays, disons dans le monde entier, puisqu'il n'y a pas encore un autre modèle développé aujourd'hui capable de pouvoir amorcer la croissance, s'il n'y a pas de la transformation, s'il n'y a pas, je dirais, une valorisation des bifurcations qui doit produire véritablement une transcendance industrielle capable d'avoir des gains de productivité redistribuables. Donc du coup, les pays africains ont pris conscience, dans de grands mouvements aujourd'hui, ils ont pris conscience et se sont dit, il faut désormais maintenant que eux-mêmes, ils prennent au sérieux leur modèle de développement, trouver les moyens à l'interne, briser réellement les accords, les partenariats qui les ont crétinisés, où véritablement les acteurs du marché ne les ont pas permis réellement de créer cette émergence. Ils se sont dit, on barre le chemin, nous-mêmes, nous pouvons nous développer. Parce qu'en réalité, quand tu regardes très bien, la plupart des pays ont déjà des ressources minières. Ça, on le voit aujourd'hui. Quand vous prenez le cas du Congo, pratiquement la plupart des matières permettent des innovations dans le monde entier. Quand on voit qu'aujourd'hui, la distribution basée sur le numérique a besoin d'un composant qui se trouve au Congo, et quand on voit aujourd'hui que l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui est en train de bouleverser, je dirais, même toute cette civilisation aujourd'hui, a pour soubassement des matières qui seront encore au sous-sol, qui se retrouvent au sous-sol, dans les sous-sols africains. Donc du coup, il va y avoir de grandes mutations qui vont se lever pour pouvoir justement parler d'une autodétermination, d'une individuation collective africaine capable de prendre les choses en main pour pouvoir lutter contre réellement ce retard abyssal dans lequel l'Afrique se retrouve depuis l'industrialisation du monde, depuis dans les années 80 jusqu'à ce jour. Donc du coup, on aura sur le continent africain d'énormes, je dirais, philosophies concernant le panafricanisme. D'autres vont devoir le définir comme étant un travail qu'il faut faire à l'interne de leur pays. Parce que par étymologie, quand on définit le panafricanisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire tout pour provoquer la réunification des peuples africains. C'est-à-dire avoir une certaine objectivité, parler de la même langue, le même langage et se mettre au travail. Ceci est le revers de ce qui a été écrit, parce que le développement, le modèle de développement a été déjà, nous allons voir le symbolisme dans les Saintes Écritures. En Genèse 11, pour la première fois, un homme va se lever pour créer une ville. Cet homme s'appelle Nimrod. Les Écritures parlent, quand vous regardez dans Genèse 11, à partir du verset 7, Dieu va descendre pour voir ce que faisaient les fils de l'homme. Et il va donner une conclusion, il va tirer une conclusion extraordinaire, qui serait, je dirais, la substantifique moelle même du développement de l'humanité. Qu'est-ce que Dieu va remarquer?
qui parlent de la même langue. Ils ont une vision et ils travaillent. Sa conclusion, dans le verset 9 et 11, Dieu va dire, si un peuple a ces trois éléments, rien ne peut l'empêcher de se développer.